Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des vecteurs aléatoires. Alors, je vous rappelle, si on regarde une variable aléatoire x, c'est une fonction qui va d'un espace probabilisé, oméga, donc qui contient toutes les réalisations possibles d'un aléa, muni d'une tribu f et d'une probabilité p, et qui a valeur dans un espace, par exemple grand E, muni de sa tribu. Donc grand E est en fait l'espace dans lequel la variable grand X prend ses valeurs. Supposons qu'on a également une deuxième variable aléatoire, y, du même espace probabilisé, dans un espace grand F. On va s'intéresser aujourd'hui au vecteur z qui est égal à xy. Bien sûr, on pourrait regarder des vecteurs aléatoires de dimension plus grande. On va prendre des vecteurs aléatoires à deux composantes aujourd'hui pour simplifier les écritures et les notations. Donc, première définition, ce qu'on voit, c'est qu'un vecteur aléatoire, c'est un vecteur dont les composantes sont des variables aléatoires. Donc, c'est un vecteur dont les composantes sont des variables aléatoires. Mais on peut aussi le voir d'une façon un petit peu différente. En effet, grand Z est lui-même une fonction qui va associer à un aléa, oméga, dans l'espace grand oméga de probabilité, une valeur qui appartient à l'espace produit E croix F, dont on précisera plus tard l'attribut. Donc en fait, une deuxième façon de voir un vecteur aléatoire, c'est de dire que c'est une variable aléatoire, mais qui est à valeur dans un espace produit. Donc on peut se demander quel est l'intérêt de regarder les vecteurs aléatoires et d'en faire un chapitre spécifique. Ce qu'on va voir, c'est que la loi du vecteur aléatoire ne peut pas se résumer seulement à la loi ou à l'étude de ses composantes prises séparément. Le fait de regarder les variables aléatoires ensemble va nous permettre d'avoir encore plus d'informations. Et la base aujourd'hui de l'intelligence artificielle se base vraiment sur des vecteurs aléatoires avec des prises d'informations qui sont de grande dimension et dont on connaît la façon dont elles varient les unes par rapport aux autres. Alors, premièrement, comment décrire la loi des vecteurs aléatoires ou les lois des vecteurs aléatoires? Exactement comme pour les variables aléatoires à une dimension, on peut séparer cette section en différentes sous-sections suivant la nature de ces vecteurs ou de ces variables aléatoires. Donc, le premier cas, comme pour les variables aléatoires, c'est de considérer le cas discret, c'est-à-dire le cas où l'espace E croix F est fini ou dénombrable. Dans ce cas-là, l'attribut qu'on va munir, dont on va munir l'espace E croix F, ça va être l'attribut qui correspond à l'ensemble de toutes les parties de E croix F. D'accord, donc si j'ai un espace fini ou dénombrable, l'attribut, ça va être l'ensemble des parties de E croix F. Dans le cas où E croix F est fini ou dénombrable, le vecteur aléatoire Z, comme on l'a vu précédemment, c'est une variable aléatoire à valeur dans un espace qui est ici fini ou dénombrable. Donc ce cas a été déjà étudié dans les chapitres précédents. La seule différence ici, c'est que l'espace dans lequel Z prend ses valeurs est un espace qui a une structure produit, mais mis à part ça, c'est le cas des chapitres précédents. Ça veut dire qu'on peut décrire la loi de Z en prenant un élément de cet espace fini ou dénombrable et en regardant la probabilité que Z soit égale à cet élément. Donc la loi de Z, dans ce cas-là, est caractérisée par la donnée
des probabilités que z est égal à petit x, petit y, pour toutes les valeurs du couple xy dans l'espace E croix F. Alors, je rappelle que la probabilité que z est égal à xy, c'est la probabilité que x est égal à petit x et que grand Y est égal à petit y. Donc une fois que j'ai défini la loi du vecteur aléatoire z, dans ce cas-là, je peux appliquer de même les formules qu'on avait vues dans le chapitre précédent. Tout au début de cet écran, là, vous voyez que l'attribut, c'est l'ensemble des parties de E croix F. Donc ça veut dire que pour n'importe quel sous-ensemble A de E croix F, je vais pouvoir calculer la probabilité que Z appartient à A. Je peux calculer cette probabilité en utilisant les formules que je connaissais pour les variables aléatoires discrètes ou à valeur dans un ensemble fini ou dénombrable. La formule qu'on avait vue en cours, c'était que la probabilité que Z appartienne à A, c'est la somme sur toutes les valeurs petit z de cet ensemble A de la probabilité que grand Z égale petit z. Alors petit z, c'est un élément de A qui est lui-même inclus dans E croix F. Donc je peux toujours écrire que Z, c'est un élément qui s'écrit petit x, petit y, où petit x va être la première composante de petit z, et petit y la deuxième composante de petit z. Donc cette probabilité se réécrit comme la somme pour xy dans A de la probabilité que z est égal à xy. Également, si je prends une fonction g qui va de E croix F dans R, disons R+, pour ne pas avoir de problème de convergence de série, je peux utiliser la formule de transfert pour calculer l'espérance de G de Z. D'accord? Donc cette formule, pour une variable discrète, elle me disait que l'espérance de G de Z, c'était la somme pour toutes les valeurs petit z possibles, donc ici, dans mon espace qui est E croix F, de G de petit z fois la probabilité que grand Z égale petit z. À nouveau, je peux écrire que tout élément petit z dans l'ensemble grand E fois croix grand F s'écrit de la forme petit x petit y. Donc je peux réécrire cette formule en disant que c'est la somme pour petit x petit y dans E croix F de G de xy, probabilité que Z égale xy. Cette somme, je peux aussi bien sûr la séparer parce qu'ici on a G une fonction positive, la probabilité positive, donc je sais que cette famille, soit elle est sommable, soit la somme vaut plus l'infini, quel que soit l'ordre de sommation. Et donc je peux écrire que ça c'est la somme sur x dans E, la somme pour y dans F, de G de xy, probabilité que x égale petit x et que y égale petit y. Donc ici ce que j'ai fait, c'est que on a décrit la loi de Z, dans ce cas particulier où E est un espace fini ou dénombrable, et puis on a donné les formules qui vont être le plus utiles, le calcul de la probabilité que Z appartienne à un sous-ensemble grand A de E croix F, et la formule de transfert qui nous permet de calculer l'espérance d'une fonction de Z. Maintenant, donnons un exemple. Donc, je vais regarder x et y, deux variables. X, ça va être une variable qui va correspondre à la satisfaction du client, d'un client, et que je vais supposer prendre ces valeurs dans un ensemble à deux éléments, S et S bar, qui va être l'ensemble E ici, et Y, ça va être la variable du produit qu'a acheté le client. Et on va supposer que le client peut acheter deux produits A et B. Ça va être mon ensemble grand F. Donc si je veux décrire la loi de Z, qui est égale au vecteur XY, il faut que je regarde, comme on a expliqué, l'ensemble des probabilités que Z prenne les valeurs petit x, petit y pour petit x dans E et petit y dans F. Donc la loi de Z peut se résumer par un tableau où je vais regarder l'ensemble des valeurs possibles pour x, donc S, S bar.
l'ensemble des valeurs possibles pour y, a, b, et je vais attribuer donc à chaque couple petit x, petit y, la probabilité que z soit égal à petit x, petit y. Donc supposons par exemple que les probabilités soient les suivantes, 40%, 30%, 20% et 10%. D'accord. L'ensemble des valeurs qui se trouvent dans ce tableau somme bien à 1. Donc elles définissent la loi de z, d'accord, et on va dire que ces probabilités donnent du coup la loi de z, et on va aussi appeler la loi de z la loi jointe de x et y. Supposons maintenant que je m'intéresse qu'à la variable x indépendamment de la variable y. Ça veut dire que je m'intéresse uniquement à la satisfaction du client, indépendamment du produit qu'il a acheté. X est une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans un espace fini à deux éléments, S et S bar. Donc je peux décrire la loi de X en regardant la probabilité que X est égal à S et la probabilité que X est égal à S bar. Donc je vois que ces probabilités, je peux les obtenir en sommant dans mon tableau les colonnes. La probabilité que X appartient à S, c'est 40% plus 30%, c'est-à-dire 70%. Ça, c'est la probabilité que le client soit satisfait. La probabilité que le client ne soit pas satisfait, c'est 30%. Les chiffres qui sont obtenus dans cette colonne somment bien à 1, et on voit qu'ils représentent finalement les probabilités que x est égal à s bar et la probabilité que x est égal à s. Donc ces deux valeurs forment en fait la loi de x. Et pour distinguer le fait que ici x est une composante d'un vecteur aléatoire, on parle de loi marginale. De même, si je m'intéresse à la variable y, indépendamment de la variable x, c'est-à-dire je me pose uniquement la question de quelle est la probabilité que le client achète le produit A ou le produit B, je vais sommer les lignes. Et donc, j'obtiens que la probabilité que le client achète le produit A est 60% et la probabilité qu'il achète le produit B est 40%. À nouveau, ces deux chiffres somment à 1. Il s'agit d'une loi de probabilité qui est en fait la loi marginale de grand Y. Donc ce petit exemple nous montre que regarder la loi du vecteur aléatoire contient plus d'informations que regarder simplement les lois marginales. Si je ne connais que les lois marginales, c'est-à-dire ce qui est entouré en vert, je ne peux pas étudier la façon dont l'achat du produit A ou du produit B influence la satisfaction du client. Pour étudier la façon dont le produit acheté influence la satisfaction, il nous faut absolument les données sur la loi jointe de Z. Donc formalisons certaines notions qu'on a vues dans l'exemple précédent. D'accord ? Donc étant donné un vecteur aléatoire x, je peux me poser la question de rechercher la loi de ses composantes. Donc la loi d'une composante de Z, par exemple x, est appelée loi marginale. Bien sûr, il existe autant de lois marginales que de composantes. Elle est définie par la probabilité que x égale petit x pour n'importe quelle valeur possible de petit x. Je rappelle que E est ici un espace fini ou dénombrable. Cette probabilité est définie comme étant la probabilité que x égale petit x, et comme on n'a pas de contrainte pour y, on peut dire et que y appartienne à grand F. En utilisant la formule qui a été rappelée tout au début, c'est-à-dire la formule pour z appartenant à grand A, je peux dire que la probabilité de cette probabilité-là peut s'écrire comme la somme des probabilités pour toutes les valeurs petit y dans grand F. C'est la probabilité de la somme pour tout y dans grand F de la probabilité que x égale petit x et que y égale petit y. Donc si maintenant je m'intéresse à la satisfaction du client sachant qu'il a acheté le produit A, j'ai besoin d'une autre notion qui est la notion de loi conditionnelle. Donc la loi conditionnelle de x
sachant par exemple que grand Y prend la valeur petit y, elle est définie de la façon suivante. Je prends, comme grand X est une variable aléatoire discrète, donc je prends une valeur petit x dans l'ensemble grand E, et je dois calculer la probabilité que grand X égale petit x, sachant Y égale petit y, et ceci pour toutes les valeurs petit x de grand E. Cette probabilité, c'est une probabilité conditionnelle qu'on sait calculer. Elle vaut la probabilité de l'intersection, c'est-à-dire la probabilité que grand X égale petit x et que grand Y égale petit y, divisé par la probabilité qui se trouve dans le conditionnement, c'est-à-dire la probabilité que grand Y égale petit y. Si j'exprime cette probabilité en fonction de z, c'est la probabilité que z est égal à xy. En dessous, je reconnais la loi marginale de y. Donc j'ai encore la formule en haut de l'écran pour la loi marginale de x. Je vais l'adapter. Donc c'est la somme pour x' dans E de la probabilité que z est égal à x' y. Faisons l'application pour notre exemple. On va calculer la loi de x, c'est-à-dire la satisfaction du client, conditionnellement au fait d'avoir acheté le produit grand A. Conditionnement à y égale grand A. D'accord? Donc ça veut dire que je regarde la première colonne de mon tableau, celle qui est entourée en bleu. Sachant que j'ai acheté grand A, quelle est la distribution de grand X? Donc je vais rappeler ce tableau-là. Donc sachant y égale grand A, ce qu'on a pour X, c'est que le client est satisfait, 40% des clients qui ont acheté grand A et qui sont satisfaits, 40% des clients ont acheté grand A et sont satisfaits, et 20% des clients ont acheté grand A et ne sont pas satisfaits, ce qui correspond à 60% des clients qui ont acheté grand A. Donc si j'applique mes formules, la probabilité que X soit que le client soit satisfait, sachant qu'il a acheté le produit grand A, ça va être la probabilité qu'il a acheté grand A et qu'il est satisfait, c'est-à-dire 40%, divisé par la probabilité qu'il a acheté grand A, donc 60, ce qui me fait 2 tiers. La probabilité que le client ne soit pas satisfait, sachant qu'il a acheté grand A, c'est égal à 1 tiers. Donc ces deux chiffres nous donnent la loi de X, sachant qu'on a acheté le produit grand A. D'accord? De même, si je veux chercher la loi de Y, de X, sachant que j'ai acheté le produit grand B, je vais trouver 30% divisé par 40% et 10% divisé par 40%. Donc j'aurai 3 quarts, et la probabilité que X n'est pas satisfait, sachant qu'il a acheté le produit B, va être égale à 1 quart. Donc on voit que, donc ça c'est la loi de X, sachant qu'on a acheté le produit B. Donc ce qu'on peut voir dans ces calculs de loi conditionnelle, c'est que même si sur les données, on a l'impression qu'il y a plus de clients qui sont satisfaits en achetant le produit grand A, puisqu'il y a 40% de gens qui ont acheté le produit grand A et qui sont satisfaits, et il y a 30% de gens qui ont acheté le produit grand B et qui sont satisfaits. Conditionnellement au produit, on voit que la satisfaction est plus grande chez les clients qui ont acheté le produit B que chez les clients qui ont acheté le produit grand A. Regardons maintenant le cas où E croix F est égal à R2. Dans ce cas-là, l'attribut qu'on va prendre sur E croix F, ça va être l'attribut borélienne que vous verrez essentiellement l'année prochaine dans un cours de théorie de la mesure et intégration. Cette attribut est notée B de R2 et elle est engendrée par tous les pavés de R2. Donc elle est engendrée par tous les pavés de R2 de la forme moins l'infini petit a croix moins l'infini petit b. Donc je ne reviens pas dessus, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les applications,
La plupart des sous-ensembles qu'on va vous proposer sont des ensembles qui appartiennent à cette tribu borélienne. Et donc pour les ensembles classiques qui ressemblent à des pavés ou alors des disques ou des ensembles assez réguliers, on va pouvoir calculer la probabilité que le vecteur aléatoire z appartienne à cet ensemble. Dans le cas général, on avait vu pour les variables aléatoires qu'on pouvait décrire leur loi par la fonction de répartition. Cette notion peut se généraliser au cas de vecteurs aléatoires. Je vous rappelle, pour une variable aléatoire réelle x, la fonction de répartition était définie comme la fonction qui à petit x associait la probabilité que grand X était plus petit ou égal à petit x. Cette probabilité peut encore se réécrire comme la probabilité que grand X appartienne à l'ensemble moins l'infini petit x. La généralisation au vecteur se fait de la façon suivante. La fonction de répartition du vecteur z et la fonction qui est définie, donc c'est une fonction à deux variables, définie pour x, y dans R2, comme étant fz de xy égale probabilité que z appartienne à moins l'infini petit x croix moins l'infini petit y. Cette probabilité est bien définie puisque le pavé qui se trouve ici est bien un ensemble de la tribu borélienne. Bien sûr, je peux réécrire cette probabilité. C'est la probabilité que grand X appartienne à moins l'infini petit x et que grand Y appartienne à moins l'infini petit y. Je peux encore écrire cette probabilité comme étant la probabilité que grand X est plus petit ou égal à petit x et que grand Y est plus petit ou égal à petit y. La fonction de répartition nous permet de bien décrire la loi de z, c'est-à-dire qu'il existe pour chaque fonction de répartition une unique loi de vecteur aléatoire qui lui correspond, et réciproquement, pour toute loi de vecteur aléatoire, je peux définir la fonction de répartition. Cependant, cette notion de fonction de répartition n'est pas commode à utiliser, de sorte qu'on peut s'intéresser à d'autres façons de caractériser la loi des vecteurs aléatoires. En particulier, quelque chose qui va nous intéresser, c'est le cas où les vecteurs aléatoires ont une densité. Comme pour les variables aléatoires à une dimension, tous les vecteurs aléatoires n'ont pas de densité. Il s'agit seulement d'un sous-ensemble de toutes les lois de vecteurs aléatoires possibles. Donc définition. Le vecteur z admet une densité f. Donc cette densité est une fonction de R2 dans R. Si, premièrement, f est une fonction positive. Deuxièmement, f est intégrable. Et l'intégrale sur R2 de f de xy dx dy est égale à 1. Donc ces deux premiers items caractérisent ce qu'est une densité de probabilité sur R2. Le troisième item nous permet de relier la loi de z à cette densité. On sait que la loi de z est caractérisée par sa fonction de répartition, et donc on veut établir le lien qu'il y a entre la fonction de répartition et la densité. Pour les variables aléatoires à une dimension, rappelez-vous que la fonction de répartition était une primitive de la densité. Donc ce qu'on va écrire ici, c'est que la fonction de répartition de z va être égale à l'intégrale de moins l'infini à petit x, l'intégrale de moins l'infini à petit y de la densité. Donc s'il existe une fonction f qui satisfasse ces trois points, petit i, petit 2i, petit 3i, alors on dit que f est la densité du vecteur aléatoire z. Comme précédemment, on peut être intéressé pour calculer des quantités comme la probabilité que z appartienne à grand A ou l'espérance
de g de z. Donc proposition. Considérons z un vecteur aléatoire de densité petit f sur R2. Soit g une fonction de R2 dans R. Donc on dit que g de z est intégrable si l'intégrale sur R2 de valeur absolue de g de xy fois la densité de z, f de xy dx dy, est finie. Dans ce cas, si g est intégrable, on peut calculer l'espérance de g de z, et l'espérance de g de z est égale à l'intégrale sur R2 de g de xy fois la densité f de xy dx dy. C'est la généralisation directe de la formule de transfert qu'on avait vue pour les variables aléatoires réelles. Cas particulier, si je prends g de z est égal à l'indicatrice de z appartenant à grand A avec grand A un ensemble de l'attribut borelienne sur R2. À ce moment-là, espérance de g de z, c'est l'espérance à ce moment-là, l'espérance de g de grand Z est égale à l'espérance de l'indicatrice que Z appartienne à grand A. Cette variable aléatoire indicatrice que Z appartient à grand A est une variable qui ne prend que deux valeurs, 1 ou 0. C'est donc une variable aléatoire de Bernoulli et son espérance correspond à la probabilité que Z appartient à grand A. Comme bien sûr l'intégrale sur R2 de l'indicatrice que x et y soit dans grand A fois la densité de z petit f est une quantité positive qui est plus petite que l'intégrale sur R2 de f qui elle-même vaut 1, on en déduit que la fonction g égale l'indicatrice de a est bien une fonction intégrable et la ligne qui se trouve ici est bien définie. On peut maintenant s'intéresser à d'autres questions, comme dans la section précédente. Par exemple, retrouver la loi des composantes de z à partir de la loi de z. Donc définition, proposition. C'est une définition qui est aussi une proposition. Si z admet une densité, f, alors ses composantes également. La densité de x est appelée densité marginale de x, pour bien signifier que c'est la densité de la variable x indépendamment des autres composantes, et définie de la façon suivante. Fx de petit x, pour petit x dans R, est égal à l'intégrale sur R de la densité de z, f de xy, intégrée par rapport à y. Rappelez-vous, quand on avait des variables aléatoires discrètes, la loi marginale était obtenue en faisant la somme sur toutes les valeurs de la variable qu'on ne considérait pas. Donc, par exemple, ici, si je sommais sur toutes les valeurs possibles de petit y, j'obtenais la loi marginale de x.
Ici, c'est la même chose, excepté que, comme pour les variables aléatoires réelles, on avait vu que la somme était remplacée par une intégrale. Proposons une démonstration de cette propriété. Donc, je peux caractériser la loi de x par sa fonction de répartition. Pour petit x dans R, je vais calculer la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à petit x. Comme je dispose de l'hypothèse que Z admet une densité F, je vais exprimer cette probabilité en fonction de Z. C'est la probabilité que Z appartienne à moins l'infini petit x croix R. Donc en appliquant la formule qu'on a vue précédemment, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x, l'intégrale sur R, de f de uv, la densité de z, du, dv. Je peux réécrire cette formule comme étant l'intégrale de moins l'infini à petit x de g de u du. Comme tout est positif, je peux utiliser le théorème de Fubini sans faire plus attention que ça. Et où g de u est égal à, par identification, à l'intégrale de f de uv dv. Or, on sait que si la fonction de répartition de x s'écrit de la forme intégrale de moins l'infini à petit x de g de u du, ça veut dire que g de u est la densité de grand X. Donc, grand X admet la densité g de u. Et g de u, en fait, correspond à la fonction qui est annoncée dans la proposition définition, c'est-à-dire f grand X de petit x qui est égal à l'intégrale de f de x v dv. Le raisonnement serait analogue pour l'autre composante y de z. Alors attention, si x et y admettent des densités, ce n'est pas nécessairement le cas pour le vecteur z qui aurait... Ce n'est pas nécessairement le cas pour le vecteur z qui aurait x et y comme composantes. Prenons un exemple. Je regarde par exemple x, une variable uniforme sur 0,1, donc qui a une densité. Je vous rappelle que la densité de x à ce moment-là est égale à l'indicatrice que petit x est dans 0,1. Et je prends y égale x, donc c'est aussi une variable uniforme qui également a une densité. Si je regarde z égale xy, c'est-à-dire en fait z égale xx, ce vecteur n'admet pas de densité. En effet, considérons par exemple delta qui est la première bisectrice, c'est-à-dire l'ensemble des points xx avec x appartenant à R. C'est un ensemble de R2, et en fait, on peut même montrer que delta est un ensemble qui appartient à la tribu borélienne de R2, donc je peux calculer la probabilité que Z appartient à delta. Calculons la probabilité que Z appartienne à delta dans ce cas où on a supposé qu'il existait une densité G sur R2. En appliquant les formules précédentes, c'est l'intégrale sur delta de G de xy dx dy. Je peux réécrire cette intégrale comme étant l'intégrale sur R dx, l'intégrale sur R dy de l'indicatrice que xy soit sur la diagonale delta,
g de xy. Pour que cette formule soit complètement rigoureuse, il faut utiliser le théorème de Fubini, ce qui est possible de faire ici puisque g est une densité de probabilité. Je vous laisse faire les vérifications en exercice. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux calculer l'intégrale qui se trouve à l'intérieur ici, cette intégrale ici. Donc j'ai une intégrale sur dx et une intégrale par rapport à dy de g de xy. Et le domaine d'intégration ici, quand x est fixé, c'est le singleton petit x. Parce que xy appartient à delta si x égale y. Donc ça veut dire que si xy appartient à delta et que x est fixé, nécessairement grand y doit être égal à petit x. L'intégrale sur ce singleton est égale à 0, et donc je trouve que la probabilité que z appartient à delta est égale à 0. Ceci, bien sûr, est en contradiction avec le calcul qu'on a obtenu précédemment, donc z ne peut pas avoir de densité. On peut étendre également les lois conditionnelles qu'on avait définies dans le cas de vecteurs aléatoires discrets dans le cas de vecteurs aléatoires de R2. Donc, le vecteur aléatoire z, supposons qu'il admette une densité f, alors la loi de x conditionnellement à y égale petit y est définie par sa densité qui est la suivante. Pour x appartenant à R, la densité de x sachant y égale petit y est donnée par f de xy divisé par l'intégrale sur R de f de x' y dx'. Cette formule est l'analogue de ce qu'on avait dans le cas discret. En effet, si vous vous souvenez, dans le cas discret, on avait défini la loi conditionnelle de x sachant grand Y comme étant la loi jointe, c'était le numérateur, divisé par la loi marginale de y, ce qu'on retrouvait dans le conditionnement. Pour les densités, on a exactement la même chose. La densité de la loi conditionnelle de x sachant y, c'est la densité jointe qu'on retrouve au numérateur. La densité jointe, c'est la densité du vecteur z égale xy, divisé par la loi marginale de grand Y. Et la loi marginale de grand Y, on a montré que c'était l'intégrale de la densité jointe par rapport à la variable qui ne nous intéressait pas. Donc ici, la marginale de grand Y, c'est l'intégrale de la densité jointe, petit f, par rapport à la variable x.